On a tous rêvé d'avoir un Pokémon. Imaginez, vous vous levez le matin, votre Pikachu vient vous faire un câlin, vous montez sur votre Dracofeu pour aller au lycée, y a pas de bouchon, la vie est belle, le pouvoir de l'amitié, tout ça, c'est mignon, c'est poétique, sauf que si on applique les lois de la physique, les vraies, celles qui régissent notre monde, c'est de la merde. Je dirais même qu'à côté Freddy Krueger, c'est un grade d'eau. Mais n'importe quoi, regarde Détective Pikachu, c'était réaliste tout ce qui se passe dedans, c'était vachement bien, regarde les bulles bizarres qui aident à faire pousser des fleurs là. Philibert, le Pokédex a été écrit par des enfants de 10 ans qui ont aucune notion de biologie ou de thermodynamique. Si on prend leur description au pied de la lettre, la simple existence de certains Pokémon suffirait à stériliser la Terre, détruire l'atmosphère ou créer des singularités gravitationnelles. Je te jure qu'on prend n'importe quelle description du Pokédex et c'est le dawa. Tiens, regarde. Ah non, on touche pas à la waifu, en plus on a déjà parlé. Philibert, reviens ici. Je te jure, ça va être comme ça pendant toute la vidéo. T'es trop jeune pour avoir un Pokémon, The Bee. Philibert, descends de là tout de suite. Tortank, outre le fait que c'est littéralement dit dans le Pokédex Deluxe qu'il a un tempérament cruel, c'est-à-dire qu'il aime faire du mal aux autres pour le plaisir, les autres versions du Pokédex nous réenseignent un petit peu plus sur les capacités du boug. Le Pokédex nous dit par exemple que les jets d'eau de son canon peuvent percer l'acier. Ah, c'est super stylé, c'est comme dans les films d'action. D'accord, attends, je vais reformuler ça différemment, histoire que tu captes. Tu vas te faire découper. Pour trancher de l'acier industriel avec de l'eau, il faut une pression de malade mental. On parle d'environ 300 à 400 mégapascales, soit environ 4000 bars. Pour information, la pression au fond de la fosse des Mariannes est seulement de 1000 bars. C'est-à-dire qu'il y a des milliardaires qui se sont fait canner pour moins que ça. Donc Tortank doit générer 4 fois la pression du point le plus profond de l'océan dans sa carapace. Mais le vrai problème, c'est la troisième loi de Newton qui dit que tout corps A exerçant une force sur un corps B exerce une force d'intensité égale. Action. Réaction. Si Tortank expulse de l'eau avec assez de force pour couper de l'acier, le recul est tellement violent qu'on dirait un coup de main que mon ex s'est pris aux Seychelles. Ah, attends, mais ça veut rien dire là ce que tu dis. Chut, ils vont t'entendre. On va faire une rapide estimation en utilisant la loi de Fermi, à la louche. Pour couper de l'acier, l'eau doit sortir à environ Mach 3, soit environ 1000 mètres par seconde avec un débit important, disons 10 litres par seconde parce que ce sont de très gros canons. Ce qui nous donne 10 000 newtons de poussée, c'est l'équivalent d'une poussée constante de 1 tonne. Si Tortank pèse 85 kg comme d'après le Pokédex et qu'il tire, ça fait environ 12 G. C'est-à-dire que dès que Tortank va tirer, il va être propulsé en arrière avec une accélération supérieure à celle d'un pilote de chasse en virage serré. S'il plante pas ses griffes dans du béton armé, il décolle. Sauf que s'il plante ses griffes, c'est ses jambes qui se cassent net sous le cisaillement. Sa carapace devrait éclater aussi sous la pression interne de 4000 bars avant même que l'eau ne sorte, parce que biologiquement, il n'y a aucune matière organique, il n'y a pas d'os, il n'y a pas d'écailles, il n'y a rien du tout qui peut contenir une pression capable de couper de l'acier. Outre le fait que c'est une dosette soluble, le boug, imagine juste que ça donnerait si c'était toi qui étais visé, Philibert. Alors maintenant, tu vas redescendre tout de suite. Pikachu, il est gentil, il fait juste des petits chocs électriques pour paralyser la Team Rocket. Des petits chocs? Attends, genre ça? C'est un petit choc? Si on prend l'attaque tonnerre qu'on voit dans l'animé, un éclair part de Pikachu et va toucher une cible à environ 10 à 15 mètres à travers l'air. Sauf que, Philibert, l'air c'est un isolant, ça ne conduit pas l'électricité. Pour forcer l'électricité à traverser l'air et créer ce qu'on appelle un arc électrique, il faut dépasser la rigidité diélectrique de l'air. Ce seuil est d'environ 3 millions de watts par mètre. Si un Pikachu tire un éclair sur une cible de 10 mètres, ça fait une décharge minimale de 30 millions de volts. C'est 100 fois la tension d'une ligne très haute tension qui transporte l'électricité d'une centrale nucléaire. Mais le voltage ça fait pas tout parce qu'il faut aussi calculer l'intensité. Un éclair d'orage c'est environ 30 000 ampères et si Pikachu génère ça, la puissance instantanée est donc de 900 gigawatts. Attends, mais c'est beaucoup ça, non? Oui, c'est beaucoup! Et les conséquences biologiques sont tout aussi abusées. Un arc électrique de cette puissance va ioniser l'air et créer de l'ozone en quantité massive. L'ozone, c'est toxique. Après un combat d'arène, les spectateurs et les dresseurs mourraient d'œdème pulmonique aigu parce qu'ils ont juste respiré l'air de la pièce. L'air va chauffer instantanément et va se dilater plus vite que le son. Chaque attaque tonnerre va créer une onde de choc supersonique. À 2 mètres de distance, tes tympans explosent. Sacha, normalement, aurait dû être sourd, frame 1. Mais c'est pas tout parce que le courant électrique cherche toujours le chemin de moindre résistance. Si le sol est humide parce qu'il y a un con qui a utilisé un Pokémon eau juste avant, et le courant il va pas juste aller vers l'ennemi, il va surtout se propager vers le sol. Il suffit de 50 mA traversant le cœur pour te tuer. Pikachu balance des milliers d'ampères. À chaque fois que Sacha dit Pikachu attaque tonnerre, en fait il est en train de jouer à la roulette russe et c'est un miracle qu'il ait pas perdu une seule fois en quasiment 30 ans. Je vous jure que scientifiquement parlant, la théorie de Sacha dans le coma est d'un coup beaucoup plus crédible qu'il n'y paraît.
Oh, et puis j'ai pas fini là, tu reviens par ici toi. Dans Pokémon, il y a une chier de Pokémon vol qui volent. Il y a des pigeons, des dragons, des boules de coton. Mais voler, ça demande pas juste d'avoir des ailes. Sinon, on aurait des bancs migratoires de poulets dans la vraie vie, et j'ai encore pas fait le tour du monde, mais je suis quasiment sûr que le seul type de poulet qu'on retrouve de manière constante dans le monde entier, c'est dans le bucket d'un KFC. Pour ça, il va falloir utiliser l'équation de portance, où ρ est la densité de l'air, v est la vitesse, s est la surface des ailes, et cl est le coefficient de portance. Pour voler, il faut que la portance soit égale au poids. Et c'est là qu'on va parler de la plus grosse fraude de la première génération, j'ai nommé Dracofeu. Il fait 90,05 kg, ce qui est toute somme gardée est assez léger pour un dragon, mais admettons qu'il ait les os creux, en plus de clamser à la moindre averse quand il était gosse. Il a une envergure de 240 cm pour ses ailes, ce qui après un calcul rapide est déjà pas énorme, parce que ça nous donne une surface d'aile à 0,96 mètres carrés, c'est ridicule. Pour décoller, Dracofeu doit courir ou battre des ailes pour générer une vitesse V. On isole V pour voir à quelle vitesse il doit aller pour ne pas tomber comme une brique, et avec un CL optimiste de 1,5 avec des ailes très bombées pour bien avoir une belle surface, ça nous donne quand même 114 km/h. Le ref doit aller à 114 km/h pour décoller. À ce stade-là, prends directement un billet pour faire ton Paris-Marseille et te fais pas chier avec le lézard atrophié du quartier. C'est plus safe, parce que ça c'est juste sa vitesse de décrochage. Pour voler confortablement et faire des manœuvres, il doit voler entre 2 et 3 fois plus vite, soit environ 350 km/h. Le problème, c'est la puissance musculaire nécessaire pour battre des ailes de cette envergure à cette vitesse. La puissance requise augmente avec le cube de la vitesse, ce qui veut dire que les muscles pectoraux de Dracofeu devraient être équivalents à 60% de sa masse corporelle. Du coup, maintenant regarde son design, il a un petit torse, il a un gros bide. J'ai juré qu'on dirait mon oncle Raslar à Noël après sa 3ème pintade et sa 10ème Guinness, alors qu'on était encore à l'apéro à coups de truite fumée et d'apéricube parce que le saumon ça coûte une blinde. Mécaniquement parlant, Dracofeu n'a pas la place pour les muscles nécessaires. La seule solution, c'est qu'en fait il vole pas vraiment en battant des ailes, c'est un planeur assisté par réaction. La flamme au bout de sa queue, c'est en fait un poste de combustion. Donc il va chauffer l'air sous ses ailes avec sa gueule ou utiliser sa chaleur corporelle interne pour créer des courants thermiques artificiels permanents. C'est une montgolfière. Voilà, Dracofeu c'est une montgolfière ou c'est un cerf-volant, mais toujours est-il que si jamais t'es à côté, tu brûles. Ne pas le tuer, ne pas le tuer. Fictif, les Pokémon plantes, c'est cool, non? Ne pas le tuer, ne pas le tuer. Genre, ce serait cool en ça de bronzer avec un lance-soleil. Je vais l'enculer, l'attaque lance-soleil. Et son représentant officiel, j'ai nommé le titanesque goat qui est Florizarre. Oui, je préfère les Pokémon plantés alors. Bref, Florizarre absorbe la lumière du soleil au tour 1 et va tirer un laser destructeur au tour 2. Et c'est écolo, c'est l'énergie renouvelable. Ta gueule, Philibert. Déjà, faut calculer la puissance du soleil. La constante solaire au sol est d'environ 1000 watts par mètre carré. Au zénith, sans nuage, c'est-à-dire jamais en Bretagne du coup. Maintenant, on peut reprendre Florizarre et sa fleur fait environ 2 mètres de diamètre, soit 3,14 mètres carrés. S'il absorbe 100% de la lumière, ce qui nous ferait un rendement parfait, ce qui est impossible en vrai, mais vas-y, on lui accorde au moins ça, ça nous fait 3140 watts par seconde sur le terrain. Il charge pendant un tour, ce qui, dans la vraie vie, correspondrait à, disons, 1 minute 60 secondes de charge. Ça nous fait donc 188 kilojoules. C'est l'énergie cinétique d'une voiture roulant à 30 km/h. Ou alors 45 grammes de TNT. C'est nul, c'est éclaté au sol, c'est nul à chier. Le laser de la mort qui rase tout, c'est juste un gros pétard mouillé. Pour tirer un vrai rayon laser capable de faire fondre de l'acier, soit environ 100 mégajoules avec la surface de la fleur, Florizarre devrait charger au soleil pendant 38 800 secondes. Soit l'équivalent de 9 heures. C'est pas ouf du coup, non? Ouais, c'est de la merde. Florizarre, de lance-soleil. Ok, du coup, on fait quoi? On revient demain? Ouais, vas-y, ramène des chips. Putain, sur tous les Pokémon, fallait qu'il tombe sur Ectoplasma. Ectoplasma, il absorbe la chaleur ambiante. Si la température chute de 10 degrés, c'est qu'il est là. T'as mis la clim? C'est pire, c'est vraiment pire que ça. En physique, la chaleur va spontanément du chaud vers le froid et c'est ce qu'on appelle la seconde loi de la thermodynamique. En gros, l'entropie va augmenter. Ectoplasma, lui, va voler la chaleur. Il va réduire l'entropie locale. Mais la question qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'il fout cette énergie? Parce que soit il la stocke, et dans ce cas-là, il va devenir incandescent au bout de 10 minutes à peine, soit il la détruit, et dans ce cas-là, il viole la première loi de la conservation de l'énergie, et s'il la convertit en masse, il va devenir de plus en plus lourd jusqu'à, à terme, s'effondrer et potentiellement devenir un trou noir. Et toujours t'abuses avec les trous noirs là aussi, mais il est mignon en plus, tu trouves pas? Mais sale malade, il est pas mignon déjà pour commencer, et imagine, tu le lances dans une pièce lambda, imaginons une pièce de 5 mètres sur 5 avec une hauteur sous plafond de 3 mètres, soit 75 mètres cubes, avec une densité de 1,225 kg par mètre cube pour l'air et une énergie fixée à 1005 joules par kilogramme par Kelvin. Pour arriver à une différence de 10 degrés, Ectoplasma devrait alors absorber 922 590 joules, ce qui est quand même l'équivalent de l'énergie cinétique lâchée par
par une voiture à 150 km. En utilisant la formule de ce bon vieux tonton Einstein et en reformulant un petit peu les arguments, le tout pour chercher la masse bien évidemment lors de la conversion de l'énergie, il faudrait faire M égale E sur C carré, où M est la masse recherchée, E est l'énergie totale en joules et C est la célérité au carré. Et c'est une constante donc on va pas s'emmerder avec d'autres calculs rapides, ce qui nous donne un grand total de 0,0000001 gramme au total. Attends, mais tu nous casses les couilles pour même pas un gramme, mon ref là. Alors déjà tu vas te calmer direct et ensuite tu te rends pas compte. C'est peut-être pas tant que ça, ok, d'accord. Mais c'est surtout les conséquences thermodynamiques derrière qui sont catastrophiques. Parce qu'il fait tout ça en apparaissant dans la pièce, soit en moins d'une seconde. Et il a absorbé l'équivalent de ce que devrait lâcher 300 clims pour arriver à ce résultat. 300. Après, je m'en fous, ma veste elle me protège bien du froid. D'ailleurs j'ai vu que tu le quittais pas, c'est quoi encore ces conneries, nouvelle année, nouveau mois, ou j'ai loupé un truc? Ah non, t'inquiète. Pour le moment.